Bienvenue dans le nouveau conte audio Le berger chercheur d'or. Je t'invite à t'installer confortablement, à t'allonger ou à t'asseoir dans une position qui te convient, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. La nuit s'était retirée sans cérémonie, dissoute peu à peu dans la fraîcheur laiteuse qui nappait l'entrée de la vallée. Seul le grincement discret des solives, tourmenté par le gel, brisait le silence qui pesait dans la cabane. Romain, déjà éveillé avant l'aube, demeurait couché, les bras croisés sous la nuque, à écouter la lente respiration de la montagne. L'air avait l'immobilité des secrets, cette densité particulière que rien ne traverse avant le premier appel du coucou. À tâtons, il chercha la chaleur persistante de la laine sous la couverture, puis repoussa le sommeil d'un geste résolu. La journée était là, offerte comme une question. La cabane, bâtie par son père 20 ans plus tôt, paraissait n'avoir pas bougé d'un souffle. 3 marches déformées par les hivers, une porte grinçante dont le gond supérieur menaçait chaque matin de rompre, et, posée au centre de la pièce, la table bancale héritée d'on ne savait quel oncle perdu. Il y avait là, dans la pauvreté des objets, une obstiration à durer qui touchait Romain au point de lui ressembler. Il se leva, alluma la vieille lanterne et posa sur la table la motte de pain de la veille. La croûte, encore couverte de farine, rappela à Romain ce que son père disait. Un pain rassis nourrit mieux qu'un cœur mou. Il mâcha sans goût, puis referma la miche dans son torchon. Un bol d'eau glacée sur le visage, le linge grossier pour s'essuyer, et la routine pouvait recommencer, fidèle à elle-même. À la porte, il hésita, le souffle suspendu, puis s'avança sur le seuil. L'air piquait la peau comme la morsure d'un souvenir trop vif. Il huma profondément, puis appela d'une voix basse, presque timide, à peine plus qu'un murmure. « Debout, mes belles, il est temps. » Le troupeau s'était regroupé sous l'avancée du toit, chacun cherchant la chaleur mutuelle, yeux mi-clos, bouche ruminante. Romain les reconnaissait toutes, la grande chardonne, sa robe tachée comme un ciel de novembre, la menue praline et ses oreilles tombantes, toujours la première à flairer l'orage. Et puis les autres, dont il connaissait la voix mieux que celle de sa mère. Un à un, il détacha les liens, inspecta sabots et flancs, puis guida le troupeau hors de la cabane. Dès les premiers mètres, la montagne reprit ses droits, imposant son rythme. Le sentier, gravé à même la pente par des siècles d'allées et venues, ne pardonnait ni la fatigue ni la distraction. Romain avançait, épaules recourbées pour résister au vent, œil fixé sur l'horizon où la lumière s'étirait, rose et froide, au-dessus des crêtes. Chaque pas réveillait une douleur familière dans le genou, souvenir indélébile d'une chute, gamin, alors qu'il voulait impressionner son père en ramenant la brebis récalcitrante. Il sourit à la pensée de ce vieux bougre, l'imagina là-haut, penché sur la croupe des nuages, jugeant d'un œil sévère la façon dont il menait la troupe. Toujours trop lent, toujours trop prudent, répétait-il. Mais mieux vaut perdre un mouton qu'une vie, non ? Arrivés à la première prairie, les bêtes s'éparpillèrent, chaque museau trouvant son pré carré. Romain s'assit sur un rocher plat, les mains croisées sur la canne, et observa les ondulations de laine s'étendre sur le verre tendre, comme une promesse de paix simple. Il aurait pu rester là des heures, à contempler si le repos n'était chez lui qu'un autre mot pour l'ennui. Au lieu de cela, il sortit de la poche intérieure de sa veste
le vieux couteau à lame émoussée et entreprit de tailler machinalement un morceau de noisetier en forme de sifflet. Les mains travaillaient seules, tandis que l'esprit s'égarait. Autrefois, se rappela-t-il, la montagne bruissait d'histoires, colportée de refuge en refuge, de berger à berger. Il se souvenait des soirs de pleine lune, quand le père contait la légende du vent d'Est qui vole les rêves aux enfants distraits, ou celle du renard sorcier, capable d'imiter le cri de l'agneau pour mieux attirer la proie. Aujourd'hui, il n'y avait plus que le silence, et cette génération de bergers solitaires, trop occupés à survivre pour s'inventer des peurs. Romain éprouva une pointe de regret, vite balayée par la certitude qu'il fallait mieux affronter l'hiver nu que la peur vêtue de mensonges. Les heures filèrent, sans bruit. Le soleil, timide au départ, grimpa droit au-dessus des cimes, réchauffant la pierre et le cœur. Romain, fidèle à son itinéraire, guidait le troupeau de l'une à l'autre des pâtures, jalonnant la montagne comme un marin ses balises. Parfois, il s'arrêtait, scrutait le flanc opposé de la vallée, guettant la trace fugace d'un chamois ou le glissement sournois d'une ombre qui n'appartenait à rien de vivant. Tout mouvement ici avait sa logique, tout silence son poids. Vers midi, alors que la chaleur dilatait les parfums d'herbe et de terre humide, Romain fit halte au bord d'un petit ruisseau. Il s'y agenouilla, plongea les mains dans l'eau glaciale, laissa couler le temps sur sa peau. Un insecte, minuscule mais opiniâtre, tentait de remonter le courant. Il l'observa, fasciné par l'absurdité magnifique de sa lutte. Puis il pensa à l'homme, à lui-même, et à tous ces jours passés à gravir, descendre, recommencer. À quoi bon, se demanda-t-il, si tout doit finir englouti sous la neige ou la nuit? Mais il ne se plaignit pas. La vie, il le savait, ne devait rien à personne. Si la montagne lui accordait ces maigres cadeaux, c'était déjà plus que ne recevaient beaucoup d'autres. La fatigue se fit sentir, lourde et douce, comme la caresse d'une couverture après l'effort. Romain allongea les jambes, ferma les yeux, puis se laissa bercer par la rumeur feutrée des bêtes et le bruissement de l'eau. L'odeur de la laine mouillée, le froissement des feuilles sous la brise, tout conspirait à l'envelopper d'une torpeur bienveillante. Un souvenir, surgissant des tréfonds de l'enfance, vint alors le visiter. Son père, penché sur lui, main rugueuse, mais gestes précautionneux, lui apprenant à compter les moutons, non pour les vendre, mais pour les rêver. Un troupeau, disait-il, n'est jamais complet. Il te manquera toujours celui que tu n'as pas su aimer. Romain ouvrit les yeux et laissa flotter un sourire ironique. Voilà qui ferait rire les nouveaux venus, ces bergers connectés, toujours en quête de rendement, jamais de poésie. Vers 3 heures, le ciel se couvrit sans préavis. Un vent brutal, venu des gorges, plia l'herbe comme des mèches sous la main d'un enfant. Les moutons, instinctivement, se resserrèrent, et Romain sentit monter en lui l'inquiétude sourde, celle qui ne se commande pas. Il ramassa son bâton, siffla sèchement, puis entreprit de rassembler le troupeau pour regagner la sécurité relative de la cabane. La marche fut plus âpre qu'à l'aller, chaque rafale s'efforçant de le pousser dans le vide. Il pensa à son père encore, se demanda s'il aurait su mieux lire le ciel, éviter le piège. Mais il n'y avait personne pour corriger ses erreurs désormais. En bas,
La cabane attendait, immobile, indifférente à la météo et aux hommes. Il poussa les bêtes à l'intérieur, referma la porte sur l'obscurité rassurante, puis s'adossa un moment contre le bois. Son souffle dessinait sur la vitre des arabesques fugitives. Dehors, le vent redoublait, hurlant comme une bête blessée. À l'intérieur, un calme souverain. Romain s'assit sur le tabouret, alluma une cigarette, rare privilège qu'il s'accordait lors des soirs difficiles, et regarda la fumée se mêler à la pénombre. Il pensa à la longue nuit à venir, à l'éternel recommencement, et à ce vide, là, juste sous la poitrine, que rien n'avait jamais su combler. Pourtant, il n'aurait pas échangé sa place. Il n'y avait dans le monde d'en bas rien qui ne lui convienne mieux que ce dialogue muet avec la montagne, ces jours arrachés au temps comme autant d'actes de résistance. Il regarda un instant la silhouette de ses moutons endormis, puis, dans le silence retrouvé, crut entendre la voix de son père. « Il faut aimer ce qui nous use, fiston. » Romain, les mains jointes, laissa passer une minute entière avant de souffler la lumière. Dans l'obscurité, il savait déjà qu'au matin tout recommencerait, et que, pour une raison qu'il n'aurait su nommer, cela lui suffisait. Le printemps, d'habitude, tardait à gagner les hauteurs. Pourtant, cette année-là, il s'annonçait précoce et féroce, inondant la vallée d'une lumière excessive, comme si le monde voulait se prouver quelque chose après tant de saisons gelées. Les jours filaient, presque indistincts, chaque lever de soleil calqué sur le précédent, chaque geste de Romain reproduit avec la minutie d'un rite. Il y avait, dans cette régularité, une forme de paix résignée, que même la fatigue chronique ou les absences soudaines du sommeil ne parvenaient à troubler. Mais il fallait bien un jour qu'un accident de la routine fissure la monotonie. Cela survint par un matin trop clair, quand le bruit inhabituel de voix masculines fendit l'air au-delà du hameau. Romain, d'ordinaire indifférent aux allées et venues sur le chemin communal, sentit une crispation lui traverser la nuque. Deux silhouettes gravissaient la pente, les jambes déjà lourdes de boue, les bottes inadaptées à la rocaille printanière. Des touristes, se posa-t-il, mais leur démarche trahissait l'habitude du voyage, cette économie de mouvement propre aux gens que la route a formés et non fatigués. Il riait fort, ignorant la discrétion qui sied à la montagne, balassant à tour de rôle un gros sac à dos au rythme de la conversation. Romain faillit tourner les talons, mais l'un des deux l'aperçut et l'interpella d'un signe. L'autre, plus large d'épaules, le suivit. À mesure qu'il s'approchait, le premier, un homme à la barbe sale et au front barré d'une cicatrice pâle, lança d'une voix trop sonore pour être honnête. « Hé, l'ami, on cherche la bifurcation pour la grande chute d'eau, celle qui fait tout le cirque. Vous êtes du coin, non ?» L'accent vaguement méridional tranchait avec la sobriété des lieux. Romain haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais répondit avec une précision presque excessive. « Vous prenez le sentier derrière le deuxième chalet, suivez-le jusqu'au pierrier, puis vous longez la crête. 3 bonnes heures si vous tenez la cadence. » L'autre hocha la tête, satisfait, mais ne s'en alla pas. Il fouilla dans sa poche, en sortit une pipe cabossée et reprit sur le ton de la confidence. « Vous avez déjà vu la rivière juste en amont ? On dit qu'elle charrie parfois des pépites avec la fonte. » Le second homme, plus réservé, observait Romain avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Les mains serrées sur les lanières du sac, Romain se contenta d'un sourire sec. « Les légendes vont plus vite que le courant ici. » La barbe sale éclata de rire, puis, baissant la voix,
Oh, nous savons bien que ce ne sont que des histoires, mais si par hasard vous entendiez parler de quelque chose, on repassera par ici. » Ils reprirent la montée, vite engloutis par les genévriers. Romain les suivit du regard, cœur battant plus fort que la politesse ne l'autorisait. Il y avait, dans leur passage, une incongruité qu'il ne parvenait pas à nommer. Il se força à reprendre ses activités. La traite, la remise en ordre du fenil, l'inventaire des réserves. Mais l'esprit n'y était plus. Toute la journée, il ressassa les mots pépites, fonte, légende. D'où venait ce malaise, cette excitation honteuse qu'il n'aurait su expliquer? La vallée avait été minée jadis, bien avant sa naissance. Son père disait qu'on y trouvait parfois de vieux outils ou des éclats de quartz tachés d'or. Mais jamais il n'avait entendu parler d'or, pas sérieusement, pas dans la bouche de quelqu'un qui aurait risqué sa réputation sur pareille chimère. Pourquoi alors ce frisson dans le dos? La pensée qu'un simple hasard, le dégel, la violence d'une crue, puisse bouleverser l'ordre même de la montagne, lui était aussi étrangère qu'intolérable. Le soir venu, il descendit au village, prétexte d'acheter du sel et un peu de tabac. Au comptoir, le patron lui servit une bière sans échanger plus que quelques mots. Tout le monde connaissait le mutisme de Romain. Pourtant, il remarqua la présence des deux voyageurs à la table du fond, absorbés dans un jeu de cartes. Il l'avait aperçu, mais feignirent l'ignorance, comme si leur premier contact devait rester anecdotique. Romain, lui, sentit croître en lui un mélange d'irritation et de fascination. Il hésita à les rejoindre, mais une prudence instinctive le retint. À la place, il resta là, immobile, à écouter le clapotis régulier de la pompe à bière, la rumeur assourdie des conversations, et sous tout cela, un courant souterrain d'attente. Lorsque les voyageurs quittèrent la salle, l'un d'eux, la barbe sale, jeta à la cantonade: « Si jamais vous tombez sur un éclat jaune, souvenez-vous des chercheurs de trésors. » Un rire gras accompagna la sortie. Romain, cloué sur place, sentit une colère idiote gonfler en lui, mais n'en montra rien. Il régla sa note, salut d'un signe bref, et quitta à son tour. La montée vers la cabane se fit dans l'obscurité, seulement trouée par la lumière intermittente des lucioles et le crissement régulier de ses propres pas. Arrivé au seuil, il resta un moment dehors, les mains enfoncées dans les poches, la tête basculée en arrière pour mieux contempler la bande sombre des nuages sur le sommet. Un sourire d'enfant, aussi net que le premier matin de neige, le ramena au temps où son père lui montrait l'étoile polaire. « Elle ne bouge jamais, disait-il, c'est autour qu'on s'agite. » Romain soupira, puis s'enferma dans la cabane. Mais cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Il tourna, se retourna, repassa mentalement chaque phrase, chaque détail des deux inconnus. L'assurance, la naïveté feinte, la façon qu'ils avaient de regarder la montagne, non comme une mer, mais comme un coffre à dépouiller. Un sentiment vague d'envie, mêlé d'un désir presque enfantin de surprendre le destin, s'insinua sous la surface de ses pensées. Au petit matin, Romain se leva plus tôt que d'habitude, titubant d'insomnie, mais aussi d'une énergie étrange, nerveuse, comme une tension dans les muscles avant la tempête. Il traversa la pièce, effleura du doigt le médaillon en cuivre, vestige du grand-père, suspendu au-dessus du lit. Il n'avait jamais cru aux fables, et pourtant, le simple fait qu'on puisse rêver l'or, ici, suffisait à transformer la montagne en promesse. Il enfila ses bottes, attrapa la canne, et d'un geste sec ouvrit la porte sur un matin encore froid, mais lavé de toute incertitude. Le troupeau docile attendait. Romain les guida vers la prairie haute,
Mais cette fois, l'œil rivait à la ligne de l'horizon, comme si derrière chaque rocher, chaque éclat de mica, une surprise l'attendait. Et dans le silence retrouvé, il entendit, plus net que la voix de son père, celle perfide des chercheurs de fortune. Si la montagne offre ses secrets, ce n'est jamais à ceux qui les refusent